Bonjour Tristan, Bonjour Domiti. je suis ravie que tu sois le nouvel invité de ces astro-rencontres. Bienvenue ici. Et moi, je suis ravi de participer et je suis ravi de te découvrir à cette occasion. C'est un vrai plaisir. Merci beaucoup. Bon alors pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, Tristan, est-ce que tu serais OK pour qu'on fasse connaissance avec toi à travers ton thème natal? Oui, oui. C'est quelque chose qui est ouvert chez moi depuis toujours, en fait. Je l'ai jamais caché. OK, alors je partage mon écran. Est-ce que tu le vois? Oui, je le reconnais. On voit bien les bonnes dates. C'est une bonne coordonnée. OK, alors vas-y, raconte-le nous, s'il te plaît. Ça, c'est un exercice particulier. Bon, en fait, si je vais le faire un peu comme si je regardais le thème en consultation pour la première fois et que je devais en parler et je verrai tout de suite ce paquet d'astres assez important en Maison 9. Euh, Maison 9 qui est une maison qui est la maison du développement de la connaissance, développement de soi à travers la connaissance, que ce soit une connaissance qui est une culture qu'on va chercher à l'étranger ou dans les livres. L'idée, c'est qu'on va se faire sa propre culture, en opposition avec la maison 3 qui est la culture acquise de naissance. Et chez moi, c'est une maison qui est très pleine. En fait, il y a énormément de d'astres dedans. Et elle démarre avec l'énergie des poissons. Donc, c'est une connaissance qui se cherche d'abord dans la reliance à la spiritualité ou au cosmos ou à la compréhension de l'univers dans ses faces non visibles, on va dire. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu. J'ai pas plongé dans l'astro quand j'étais tout petit, pas du tout. Euh, c'est une de tes questions, je vais pas la dévoiler, on verra ça tout à l'heure. Mais en revanche, la philosophie, la recherche d'une compréhension plus profonde, la religion ont été toujours des sujets dans ma vie. Avec Saturne conjoint au Soleil, donc avec quelque chose qui était en point de départ assez inhibant, qui a généré des formes de blocage, on pourrait dire, ou de frustration. J'ai mis du temps à pouvoir exprimer ce que je ressentais, le vivre pleinement, parce que avec cette énergie saturnienne, il y a une obligation d'intégrité parfaite, d'assumer pleinement les choses, d'être très intègre dedans, et ça prend du temps dans une vie. Donc ça, c'est un élément assez fort. Et puis émerge de ce travail de la connaissance et de la récupération d'une forme de souveraineté par rapport à la spiritualité, qui est mon essence de vie, des initiatives avec l'énergie du bélier derrière, Mars, etc., où je fais sortir quelque chose de ça et je pense que c'est ce que je suis vraiment en train de vivre assez fortement aujourd'hui, euh, en projetant un peu plus ma connaissance à l'extérieur, en l'assumant pleinement. Voilà. Un autre point aussi qu'on pourrait associer à ça, c'est le côté autodidacte et chercheur. Saturne amène ça, un côté chercheur assez profond. Et puis, par nécessité, là où on a Saturne, on ne peut pas avoir de maître au-dessus de soi, sinon on est bloqué. Donc, il y a une construction autodidacte qui a été assez forte chez moi, même si je me suis inspiré d'autres personnes. Bon, ça, c'est un élément du thème. Tu m'arrêtes quand tu veux, parce que moi, je m'arrête pas, hein. Non, non, vas-y, t'as pas encore fini, je pense. Ok. Après, on voit que cette construction euh, dans la maison 9, et notamment la conjonction du Soleil et de Saturne, ont des aspects de tension assez forts, notamment avec Jupiter en Gémeaux. C'est d'ailleurs actuellement une position qui est réveillée dans l'actualité, puisqu'on est dans une période où Saturne et Jupiter sont à peu près à la même position. Modulo quelques petits mouvements de rétrogradation, ils sont en train de me chatouiller très fort. Donc en ce moment, quand je fais des lunaisons, je dis je suis pas très en forme parce qu'il m'arrive plein de trucs qui réveillent cet aspect-là, qui est assez compliqué à gérer. Il a été dans ma vie, notamment avec des conflits judiciaires avec lesquels j'avais beaucoup de difficultés, euh, que j'ai appris à gérer en les gérant tout seul, en mode saturnien, c'est-à-dire arrête de te protéger par un avocat, arrête de rentrer dans cette démarche de justification, mais sois juste toi.
Et c'est comme ça que je suis arrivé à résoudre cette tension entre Saturne et Jupiter. Et je revis ça en ce moment. Je te disais que c'était réactivé. Je le revis. Il y a des petites attaques, mais il faut que je les gère moi-même, en étant moi. Pas en étant dans la justification, en me plaignant, en me cachant derrière un avocat ou je ne sais quoi. Tu vois, je suis en train de revivre ça. Donc ça, c'était un point important dans mon existence, euh, qui, quand il est débloqué, me permet aussi euh, de développer une présence au public qui est assez forte et qui a pris pleinement sa place depuis, on va dire, 2021-2022, où j'ai eu 55 ans, 56 ans, donc le troisième retour des nœuds lunaires. Et dans la dynamique qui est la mienne, dans les nœuds lunaires, en fait, aller vers le public, oser me montrer, oser prendre la parole en public, oser faire de ma personne une personnalité qui a une dimension publique, était quelque chose d'important dans mon accomplissement. Oui, voilà, c'est la position du nœud nord ici en maison 11. En matérialisant des choses dans l'énergie du taureau. Donc ça s'est fait avec moi d'abord par des livres. Bon, j'avais une popularité euh, relative avec mon site, qui est aussi une forme de publication, euh, mais qui est une publication moins concrète. Et je pense que c'est vraiment le travail sur les livres qui a assis ce développement auprès du public. Donc ça, c'est une dimension évolutive plus profonde, plus lente aussi, mais qui est très, très importante. Dans le thème de naissance, le chemin de vie, l'axe des nœuds est très très important pour moi. Bon, voilà. Donc je partais d'une tendance plutôt à chouiner, à rechercher l'affectif de manière souvent un peu dramatique, avec l'énergie du nœud sud en Scorpion en 5, euh, pour finalement trouver une forme d'apaisement en assumant euh, d'avoir mon rôle et de projeter ce que j'ai à projeter dans le monde sans me focaliser sur mes besoins personnels. Et c'est un peu ce que je vis, que je continue de vivre aujourd'hui. Voilà, après on pourrait encore épiloguer, mais c'est déjà un beau morceau. Ok, bah écoute, merci beaucoup Tristan de t'être prêté à cet exercice. Hop, voilà. Tristan, est-ce que tu peux nous parler de l'astrologie telle que tu la pratiques? Euh, alors je vais commencer par la notion de pratique du praticien, c'est-à-dire celui qui rencontre quelqu'un en consultation. Je discutais hier avec une amie qui est médium et qui me disait, j'utilise plus le mot médium parce que j'en ai marre des gens qui viennent me voir et qui attendent des trucs magiques, que je leur dise des tas de choses. Je lui dis, mais j'ai rencontré la même difficulté avec l'astrologie, d'avoir des gens qui se posaient devant moi et qui me disaient, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez me raconter l'année prochaine, dans 2 ans, quand est-ce que je vais rencontrer l'amour, quand est-ce que ci, quand est-ce que ça, qui est en fait une forme de déresponsabilisation de la personne à travers le praticien à qui elle donne des clés de pouvoir absolu sur son devenir. Or, l'être humain a un libre arbitre, et ce libre arbitre va faire que dans une situation donnée, quelles que soient les tempêtes, les énergies qui le bousculent, c'est lui qui va choisir son destin. Donc, ma manière de pratiquer l'astrologie, c'est de remettre ça au centre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, je ne fais pas de thème au sens traditionnel du terme, je réponds à des questions. Quelqu'un arrive avec un questionnement, qui peut être un questionnement profond qu'on va trouver dans les structures du thème, ou un questionnement plus conjoncturel qui va être lié peut-être à un mouvement d'énergie, des transits, ou je ne sais quoi. Euh, et donc, bon, je vais travailler autour de sa question. Et ma pratique, elle est là en fait. C'est de ne pas projeter des choses, de ne pas figer euh, une, une, euh, une forme événementielle de la vie des gens, mais de leur donner des clés et des outils à partir de leur questionnement sur une lecture du thème qui est avant tout énergétique pour moi. C'est de comprendre la structure énergétique de l'individu, autant sur le plan psychologique que dans la structure de la stimulation de ses expériences, où là on rejoint une notion un peu plus événementielle, hein, une maison, une expérience,
Ça peut parler de quelque chose qui ressemble à des événements de la vie, mais ce qui est important pour moi, c'est de comprendre le fond des choses et que les personnes se les approprient. Donc, par exemple, je montre toujours le thème et je décris ce que je dis en le montrant sur le thème et en l'explicitant, de manière à ce qu'il y ait une appropriation de l'individu de ce que je lui raconte, que ce soit pas une parole magique ou dont il ne peut pas décortiquer par lui-même ou par un travail derrière qui peut faire ou ne pas faire quelque chose. Il y a des gens que ça intéresse pas, mais la plupart du temps, je dirais, c'est vraiment 99% du temps, de, c'est, cet échange se produit de cette manière-là, avec une réappropriation de soi à travers les éléments que l'astrologie peut apporter. Je suis long, mais tu peux me couper. Ah non, mais tu es très clair. Merci beaucoup, Tristan. Est-ce que tu peux maintenant nous raconter comment la vie t'a amené à l'astrologie? Oui. Alors, je dis souvent quelque chose à ce sujet que je répète, mais c'est vrai. Je suis entré en astro comme d'autres entrent en psychanalyse. J'ai fait un travail avec un astrologue pour moi par rapport à une situation de vie qui était très compliquée pendant 6 ans et demi, 7 ans. Je sais plus exactement, c'est 6 ans et demi ou 7 ans, mais c'est à peu près le temps. Voilà. Et à cette époque-là, j'ai pris très régulièrement des consultations et c'était un accompagnement thérapeutique. L'astrologue peut avoir une dimension thérapeutique d'accompagnement, ça m'a aidé. Il était aussi tarologue, il s'appelle Bernard Gatin. Et dès le départ, en fait, il avait euh, ciblé très justement euh, par rapport à la problématique de fond que je vivais, la construction des nœuds lunaires dans mon thème. Donc cette tendance à vivre des drames émotionnels dans l'affectif très fort, à rechercher cette intensité dans la vie. Et au-delà de toute forme de jugement, j'ai pu me reconnaître sans me sentir jugé. Et c'est ce qui a fait que l'astrologie est devenue pour moi un outil fantastique, c'est qu'elle pouvait donner des clés de lecture qui étaient amorales. Je dis souvent l'astrologie, elle est amorale, aculturelle, à tout ce que vous voulez. Elle n'est pas soumise à une forme de pensée humaine. Elle a sa structure propre qui permet de se reconnaître dans une forme d'énergie et donc de ne pas se rejeter, de s'accepter, de se regarder aussi. Et comme elle a aussi des formes de transcendance et des constructions évolutives qui peuvent nous soulager en allant vers une compréhension de soi, de ce qu'on traverse, pour le traverser de manière plus bénéfique aux autres et à soi-même, c'est un outil formidable. Donc moi, j'ai appris cet outil d'abord sur moi-même. Et c'est aussi une autre clé importante dans l'apprentissage de l'astrologie, c'est euh, de se l'appliquer à soi-même. Et si ça marche pas et si on comprend pas, aller chercher ailleurs peut être une fuite en fait. Je pense que il est très important, un peu comme en psychanalyse, d'avoir une approche de la connaissance qu'on applique à soi d'abord pour aller au fond de la connaissance de soi. Les deux phrases qui me suivent dans ma vie depuis très très jeune, c'est connais-toi toi-même et on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est deux phrases qui me caractérisent en fait dans ma recherche et dans, dans ma qualité d'être humain, je veux dire. Ok. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es tourné vers un astrologue à ce moment-là de ta vie? C'était un ami à l'époque qui m'a dit qu'il avait travaillé avec cette personne-là et que ça l'avait aidé. Et comme moi, j'avais du mal à trouver des praticiens qui m'aident à comprendre ce que j'étais en train de vivre, ben j'ai expérimenté en fait. D'accord. Je suis assez expérimentateur de toutes les choses qui peuvent aider. Ok, donc c'était sur le conseil d'un ami. Oui. Ok, merci Tristan. Et après, donc tu t'es formé auprès de cet astrologue-là ou? La formation, elle s'est faite spontanément et naturellement en fait. Mhm. J'ai commencé pendant cette période-là à lire des livres
Oui. beaucoup de livres. Et je me suis auto-formé. Ok. Et, euh, et ensuite, comme j'avais pas une très très bonne mémoire, en tout cas, j'ai pas une mémoire mécanique où je range toutes les choses dans des petites boîtes et je peux y accéder très facilement. Je mémorise les choses soit quand c'est relié à une émotion, soit quand il y a une structure qui permet de construire l'ensemble. Ça, je peux mémoriser beaucoup de choses dans cette forme-là, mais c'est presque plus de la mémorisation, c'est ce qui m'intéresse, c'est la structure. Bon, bref, comme l'astro, tu peux empiler des tas de connaissances et des définitions de toutes sortes de choses toute ta vie, et que pour le faire, il faut une bonne mémoire. Je n'arrivais pas en fait à, à gérer un thème en face de quelqu'un parce que j'avais jamais la définition du truc qui me revenait en fait. Donc j'ai commencé à réécrire l'astro en faisant une synthèse. Donc je prenais 10-15 bouquins, je les mettais sur une table et je prenais un sujet, je prenais Vénus. Ouais. Je veux comprendre Vénus. Donc qu'est-ce que lui raconte, qu'est-ce que lui raconte, qu'est-ce que lui raconte, qu'est-ce que lui raconte, jusqu'à ce que j'ai la sensation de quelque chose qui est un fondement essentiel. Et à partir de là, après, je partais de ce fondement essentiel et je le déclinais. Alors, Vénus, en maison 1, en maison 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7. Je faisais des planches comme ça. Mais pour chaque chose que j'étudiais, ce qui était important pour moi, c'est d'avoir l'essence des choses et une structure logique qui permettent de sortir euh, d'un bac à fouilles où on cherche à définir les choses avec des éléments mémoriels. Donc j'ai eu une période de formation qui est une période d'auto-formation assez longue. Je dirais, elle a commencé avec le début des consultations vers 2006-2007. Elle a duré à peu près jusqu'en 2011. En 2011, j'ai structuré l'essentiel de mon site aujourd'hui. Je crois que la plupart des textes sont entre 2011 et 2012, où là aussi ça a été un apprentissage. C'est-à-dire je me discipline à faire un texte sur tel astre, tel astre, tel astre, tel astre dans telle maison, etc. Et, euh, et donc voilà, c'est pour une grande part un auto-apprentissage avec une base de connaissances livresques et de pratique avec ce praticien. Euh, donc je n'ai pas fait d'école en fait. Dès le départ, j'ai commencé à faire école avec moi-même. Hmm. Voilà. Ok. Et parmi tous ces livres que tu avais sur ta table, si tu devais en garder qu'un. Un seul? Oui. Un seul, alors allez, je vais en donner deux, mais c'est parce que c'est des jumeaux. Ok. C'est le livre des nœuds lunaires de Atalan. Oui. Ah ben, Euh, je l'ai là, euh, justement. Il est juste devant moi. oui, C'est celui-là. qui a été vraiment une révélation. Ouais. Et son équivalent de Martin Schulman. Ok. Je sais pas qui est l'œuf et la poule entre les deux, parce qu'il y a des choses ressemblent vraiment beaucoup. Atalan travaille en sidéral, Schulman en tropical. Mais ces deux livres-là ont été vraiment fondamentales. Euh, oui, je sais pas, voilà, un enseignement fondamental pour moi. Mhm. Après, j'ai développé avec d'autres choses, hein. Mais c'est, ça a été le point de départ. Ok. À ces ouvrages de référence sur les nœuds, on va rajouter le tien aussi. C'est gentil. Ok. Alors, Tristan, est-ce que tu aurais une anecdote de consultation à nous raconter? Alors, bien sûr, sans trahir de secret professionnel, hein, mais une anecdote surprenante, amusante, rigolote et émouvante. Euh, ouais. Mais du coup, je vais revenir sur mon bouquin parce que c'est une anecdote que je raconte tout le temps pour expliquer ce qui m'a permis de comprendre quelque chose. Ok. Donc, l'anecdote, c'est une femme qui avait une vie de famille assez compliquée. Je crois qu'elle était mère célibataire avec 3 ou 4 enfants.
donc elle devait travailler, etc. Elle était venue en consultation parce que tout ça, ça lui pesait assez fort. Et je sais pas si un jour elle se reconnaîtra, euh, mais je serais tellement content d'échanger avec elle. Bon, ça date de 2014. Euh, et donc, en fait, euh, elle avait un chemin de vie qui allait du nœud sud en Capricorne vers le nœud nord en Cancer. Et je lui explique, en fait, la construction nœud sud en Capricorne, nœud nord en Cancer, en disant que euh, cette difficulté qu'elle a à porter beaucoup de choses, qui fait que la vie est dure et que elle endure beaucoup de choses, est liée au nœud sud en Capricorne, et que son évolution, c'est une évolution qui l'amène à aller vers beaucoup plus de relâchement, de détente, de confiance dans la vie. Voilà. Et elle me dit, je comprends très bien, mais je peux pas. Je vois très bien, mais je ne peux pas aujourd'hui lâcher quoi que ce soit. Et j'ai- bon, je dis, ok, la proposition ou l'ouverture est faite, mais euh, après les gens prennent ce qu'ils peuvent et peuvent juste entendre, et puis peut-être les choses se construisent autrement plus tard. Donc, je laisse ça de côté, puis à un moment un peu plus tard dans la conversation, elle me raconte que quand elle était petite, son père était alcoolique. Il faisait la tournée des bars, il rentrait tard le soir. Sa mère l'attendait un peu désespérée en regardant la télé, un peu avachie, un peu déprimée aussi peut-être, et que elle, dès toute petite, a appris à ranger la cuisine après le repas parce que il y avait, il y avait, il y avait que elle qui pouvait assurer. Hum. Et à ce moment-là, j'ai un déclic et je comprends que ce qu'elle est en train de me dire, c'est que ce qu'elle a vécu, c'est la difficulté de rencontrer des parents qui étaient complètement infantilisés dans leur comportement, qui se laissaient aller, qui étaient dans cette énergie du cancer négative, entre guillemets, dans une forme négative de l'énergie du cancer. Et je comprends à ce moment-là que les nœuds lunaires, c'est pas qu'une histoire de karma où il faut aller chercher euh, dans les vies antérieures. Ce que je faisais pas, du reste, ça m'intéressait pas trop. Euh, je le faisais pas avant. Mais il me manquait cette clé qui permettait d'accompagner la personne en comprenant que le point vers lequel on évolue, c'est un point qui a été une source de peur et d'angoisse. Et c'est par cette consultation, je comprends, parce qu'elle me décrit des parents qui se comportent dans une espèce de laisser-aller complet et que je fais l'association avec un cancer mal digéré, on va dire, hein, on, où on manque de structure en face, le Capricorne. Voilà. Donc cette anecdote, je la raconte souvent, j'en ai plein, mais celle-là, elle est fondatrice pour moi. Elle a vraiment elle a été le point de départ d'une recherche systématique que j'ai faite pour voir si cette intuition, cette observation allait se répéter. Et ça se répète. Hmm. Oui, c'est très intéressant et je crois que tu es le seul à décrire cette manière de voir les nœuds lunaires comme ça. Euh, je pense, après, je me méfie de ça parce que pendant longtemps, j'ai aussi, quand je te disais que je travaillais sur la structuration des choses, c'est très important pour moi de faire système. Quand j'ai travaillé sur les maisons, je me suis dit, mais en fait, les maisons, si on les regroupe par trois, on retrouve la même structure que les éléments. Qu'est-ce que ça raconte? Ah, il y a des maisons du développement personnel, des maisons qui sont liées à la vie extérieure professionnelle, des maisons relationnelles, des maisons qui sont liées à la vie intérieure. Il y a quatre thèmes. Et je le voyais nulle part, ce truc. Où ça n'intéressait pas trop les astrologues, donc peut-être qu'ils n'ont pas développé, mais je l'ai trouvé chez Antares, chez Georges Antares, beaucoup plus tard. Hmm. Il le décrit très peu, mais, il avait déjà ça. Donc peut-être que je suis le premier, peut-être qu'il y a quelqu'un au fin fond de je ne sais où qui a déjà capté ça. En fait, c'est pas important. Ce qui était important pour moi, c'était de l'explorer Hmm. et, et de le donner en fait, Hmm. de donner cette information. Non, mais du coup, c'est vrai que bah, moi, je l'avais jamais lu comme ça avant de lire ton bouquin et c'est vrai que ça fait réfléchir, quoi. Mm.
Ok. Tristan, si le Tristan aujourd'hui de 2024 pouvait souffler un conseil au Tristan débutant en astrologie, ce serait lequel? Waouh! Elle y était déjà cette question. C'était le conseil aux débutants que j'ai un petit peu Ah transformé. oui, d'accord. Le conseil aux débutants. Ok. Moi, j'aurais dit, ben, continue en fait. Continue parce que euh, si, ouais, c'est un conseil aux débutants et c'est un conseil pour moi-même aussi, donc c'est intéressant. Euh, j'ai beaucoup lu Hadès, Ouais. même si je trouve son approche qui peut être lourde, très déterministe, etc. Il y a quand même une architecture de l'astro qui est très solide chez lui. Et donc, je l'ai beaucoup lu. Voilà, je faisais partie des 10 bouquins qui étaient sur la table. Plusieurs bouquins d'Hadès. Et Hadès, dans un de ses livres, je sais plus lequel, hein, il en écrit tellement, explique que tu comprendras l'astrologie quand tu auras étudié à peu près 1000 thèmes. Et quand tu commences à étudier l'astro, 1000 thèmes, tu te dis, je vais y arriver un jour. C'est pas possible ce truc. Et en fait, si, c'est tout à fait possible. Et son conseil n'est pas totalement faux. Les- Parce que c'est à peu près quand j'ai eu cette masse d'études de thèmes derrière moi que les choses sont devenues spontanées, naturelles et directes et immédiates. Aujourd'hui, je n'étudie pas les thèmes à l'avance. Ça fait des années déjà. Je, je, D'abord parce que euh, on se rend compte petit à petit que trop d'études de thèmes à l'avance induit des pensées sur la personne qui sont fausses. La consultation est un travail de recherche et d'exploration, toujours. Il faut toujours arriver à remettre en question ce que l'on pense que l'autre vit à travers son thème, parce qu'on se rend compte que souvent, il va nous apprendre quelque chose de nouveau. Mais il y a un temps où on fait ses gammes, il y a un temps où on travaille les thèmes, et on peut quelquefois trouver le temps long. Mais ça vient en fait. C'est une passion, faut pas la lâcher. Plus on avance, plus on va vite, mais il faut apprendre à être très lent au départ. C'est comme en musique. En musique, je reprends un instrument de musique et voilà, il faut que j'apprenne à être extrêmement lent, à me, à me limiter dans mon envie d'arriver à faire des choses pour que chaque geste soit intégré de manière juste, même si c'est très très lent. En astro, c'est pareil. Je vois beaucoup d'étudiants qui veulent aller trop vite. Et je leur dis, euh, quand ils regardent un thème et qu'ils commencent à le développer et qu'ils me disent, alors il y a le truc carré, machin, bidule, conjoint, truc, machin, sextile, nanana, je dis, arrête-toi tout de suite. Raconte-moi le soleil dans le signe, point barre. Rajoute la maison. Ok, fais la synthèse des trois. Ok, fais la synthèse des trois maintenant et prends en compte l'aspect à, je sais pas quoi, qui est à droite, à gauche, mais que tu auras d'abord étudié de la même manière. Et ça, c'est très, très frustrant. Mais si on passe pas par là, on reste dans l'à peu près toute sa vie. Et comme en musique, en fait, où tu crois que tu te fais plaisir parce que tu peux aller à une certaine vitesse, mais ton son est pourri parce que tu l'as pas travaillé dans dans la précision, parce que ta construction est pas complète dans ton rapport à l'instrument. Hmm. Donc, c'est un langage, c'est un outil. Voilà, on fait de l'astro comme on fait du violon et on fait pas tout de suite un concerto. Voilà. Au début, on fait du crin-crin et c'est pas grave. Voilà. Ça- On galère un peu, mais c'est pas grave. J'ai vu quelques personnes dans ma vie qui avaient une capacité d'assimilation et d'apprentissage fulgurante en astro, mais c'est 2 personnes sur 500. Hmm. Ok, bah écoute, merci pour ces conseils. Tu disais que tu ne préparais pas les thèmes à l'avance et c'est très intéressant parce que t'es un des premiers en fait à me dire ça. Mais une fois que tu as la personne devant toi, est-ce que tu as une routine quand même? Comment tu entres dans le thème avec la personne?
Alors j'ai une routine qui correspond à différentes étapes de la consultation. La routine première, c'est de vérifier les coordonnées de la personne. Mhm. Parce que je suis poisson, je fais des erreurs d'inattention. Quelquefois, je rencontre aussi des gens qui m'ont donné une heure qui était fausse, ou ils se sont trompés, ils m'ont dit le 18 alors que c'est le 16, je sais pas quoi. Donc cette étape, elle est essentielle. Quand on a eu deux ou trois fois une espèce de mauvaise surprise de se rendre compte au milieu d'une consultation qu'on parle d'un autre thème, on ne refait plus cette erreur. Au bout de deux, trois fois, on dit non, non, il faut que j'ai un protocole clair. Donc ça, c'est très important. Mais, euh, mais on rentre pas encore dans la consultation. La consultation, pour moi, commence quand je demande à la personne pourquoi elle est là, en fait. Qu'est-ce qu'elle vient déposer comme questionnement. Et euh, je travaille beaucoup sur ce questionnement, comme une forme d'anamnèse assez profonde, pour comprendre les ressorts du questionnement, pour le décortiquer. Et petit à petit, euh, le thème va euh, apporter du sens. Et je ne vais commencer à restituer quelque chose que quand j'ai une résonance profonde entre ce que la structure du questionnement a amené, dans la connaissance biographique, dans les problématiques que la personne évoque, et le thème. C'est comme si l'histoire révélait le thème dans sa structure profonde. Et la structure profonde du thème va aider à comprendre comment on peut transcender la problématique. Parce que tout est évolutif dans le, dans la structure, je pense dans la vie en fait, d'une manière générale. Et donc toutes les énergies du thème sont euh, utilisables ou vivables. C'est pas un bon terme, mais on peut les vivre sur différents plans de vibration, basses ou plus hautes. On peut transcender des choses. Donc l'approche, elle est comme ça. Je ne parle pas trop au début, ou très peu d'astro. Je vais très profondément dans la question, ce qui est sous-jacent dans la question, l'expression de la problématique. Euh, Ce que je fais souvent, c'est ramener les gens à du concret, c'est-à-dire je demande pourquoi, ok, est-ce que vous pouvez donner un exemple précis? Et plus on questionne, plus les mots de la personne deviennent pertinents et se collent aux énergies du thème. Et là, toc, ça y est, on a une Mhm. résonance forte et on sait qu'on va parler de quelque chose qui est très ancré et pas quelque chose qui est un peu superficiel. Mhm. La difficulté de ça, c'est que, c'est-à-dire de ne pas dire, bah bonjour, vous êtes comme ci, donc je vous raconte votre vie, vous avez telle question, bah oui, bah donc, toc, il va se passer ça, etc., ça, ne vous inquiétez pas. La difficulté de cette approche, c'est qu'il peut m'arriver de n'avoir rien à dire. C'est rare, mais ça arrive. Mhm. Euh, et la plupart du temps, il faut faire l'aveu de l'échec. C'est comme ça que je le vis. C'est-à-dire, Mhm. bah, j'ai aucune résonance. J'entends votre histoire, je comprends tout ce que vous me racontez, c'est pas un problème de comprendre. Je vois votre thème, mais entre les deux, je fais pas de lien. Ah. Et à ce moment-là, de mémoire, je crois que j'ai jamais, euh, je suis jamais, si peut-être une fois ou deux, mais c'est extrêmement rare. La plupart du temps, la personne se saisit de quelque chose et comprend que elle n'a pas donné les clés. Elle a tourné autour du pot, etc. Mhm. Ça, c'est la première possibilité. Et du coup, ploup, la consultation repart et là, elle rentre dans la profondeur des choses. Mhm. Deuxième possibilité, et maintenant je pose la question systématiquement quand j'arrive à ce point-là, c'est est-ce que vous êtes sûr de votre heure de naissance? Mhm. Est-ce qu'il y a une histoire autour de votre heure de naissance? Mhm. Alors oui, mon père, c'est lui qui est allé déclarer ma naissance. Ma mère a toujours dit que c'était 14 heures. Lui, il disait que c'était 17 heures. Et à la mairie, ils ont marqué 16h30. Mhm. Je n'en sais rien. Des trucs comme ça, il y en a plein. Et on ne questionne pas assez ces choses-là au départ. Donc, dans mon formulaire pour prendre de rendez-vous, je sais plus si je l'ai mis, mais à une époque, je demandais l'origine.
Euh, quelle est l'origine de votre heure de naissance? Hmm, Est-ce que c'est un souvenir familial? Est-ce que c'est un acte d'extrait de naissance? Est-ce que ça a été corrigé par un astrologue? Parce que ça aussi, il y a des trucs bizarres, quelquefois. mhm, Euh, donc, voilà, faut être très circonspect avec l'information du thème et ne jamais oublier que on ne sait pas si on a le bon thème sous les yeux. hmm, C'est très important ça. On ne sait pas si on a le bon thème sous les yeux. hmm. Pour des tas de raisons qui nous échappent. J'adore ce que tu dis, Tristan, parce que à la fois, tu vois, tu es le seul à le dire comme ça, et à la fois, quand tu le dis, ça paraît tellement évident. Tu vois, cette manière de dire les choses qui est à la fois simple et tellement vraie. Voilà, c'est ce que j'aime aussi dans tes bouquins. Bref, ok. Euh, merci Tristan. Une de mes questions préférées maintenant. Si tu pouvais recevoir chez toi, ce soir, le temps d'une soirée, n'importe quel astrologue qui soit décédé ou encore vivant, qui inviterais-tu? Martin Schulman. Hum, Atalan, j'ai adoré son bouquin. Schulman, j'aime la personne. Il y a un de ses livres, je crois que c'est sur, attends, sur les 5 livres que je connais de lui. Euh, c'est peut-être celui sur les nœuds lunaires, mais je suis pas sûr. Enfin, il y a un de ses livres à la fin où il raconte une petite fable qui parle des signes. Toi, le bélier, en fait, c'est Dieu qui envoie les énergies sur la terre et qui dit, toi, le bélier, je te donne la mission de ci, etc. Rien que de l'évoquer, ça m'émeut, parce qu'à chaque fois que je lis ce texte, je pleure, tellement il est beau. Ah, Et je pense que cet homme avait une connexion. Je sais pas s'il est toujours en vie, je le connais pas, j'ai jamais vu même sa tête, je connais que ses livres. Mais c'est quelqu'un qui a une profondeur exceptionnelle, je trouve. Voilà. ok, bah ça donne envie de lire ce texte. Mm. C'est peut-être sur la rétrogradation, je sais pas, je sais plus. Je pourrais te le trouver. Ah oui, avec plaisir. Ok. Alors, Tristan, le 9 janvier prochain, on aura la chance de débuter l'année avec ta webconférence VDAF Mhm. que tu as appelée Les incarnations miroirs des astres. Est-ce que Oui, tu veux bien nous en parler? oui. En fait, dans les, les as sont souvent associés à des personnages. Hein, on va te dire le soleil c'est le père, la lune c'est la mère, etc. Mais c'est aussi des énergies que tu portes en toi. Euh, et quand tu n'intègres pas cette énergie-là, tu vas avoir tendance à essayer de l'amener dans ta vie par le personnage qui est représenté par cet astre. Je te donne un exemple. C'était très intéressant. J'ai eu une consultation avec une personne cette semaine qui me parlait d'une problématique avec le masculin. Et le masculin peut être représenté par Mars ou par le Soleil, suivant que c'est un masculin qui va prendre la construction paternelle, ou de mari, ou voilà, qui va faire foyer, qui va être l'homme créateur, etc. Ou une relation plus juvénile, plus une relation amoureuse, ou je ne sais quoi. Et la fonction martienne, c'est de nourrir ton désir. C'est de soutenir ta conquête de quelque chose que tu veux euh, acquérir pour toi-même, un désir fort en toi. Cette personne, elle avait Mars en poisson, euh, à côté du nœud nord, chez elle. Euh, et elle était en train de vivre une relation de couple qui était compliquée, avec un homme qui était... je vais le faire court quand même pour pas trop donner d'infos, avec un homme qui était très fuyant en fait, dans sa posture d'homme. Et je lui ai expliqué ça, en fait, que elle, sa construction martienne, si elle regarde de son côté à elle, c'est-à-dire quelle est l'énergie qui est mobilisée par rapport à ça, ou stimulée, c'est le désir de la spiritualité, c'est le désir de la connexion. Mars en poisson. Voilà le territoire que j'ai envie de conquérir dans ma vie, sur lequel
je vais me battre, je vais construire quelque chose, aller le chercher. En fait, il y a une idée de mouvement dans l'énergie martienne. Je vais sortir de mon confort pour aller conquérir la spiritualité. Ok? C'est cette reliance avec l'univers. Mais si j'ai peur et que je le fais pas, je vais chercher un homme qui me représente ça. Mais je vais tomber sur sans doute la face un peu obscure, c'est-à-dire l'homme qui est en effet, qui a quelque chose de spirituel, mais qui est complètement fuyant et qui va être insaisissable. C'est ça les images miroirs. Et quand on comprend ça, on a des clés de transcendance des problématiques qui sont hyper intéressantes sur tous les éléments de, de l'astro, sur tous les astres de l'astro. Et jusqu'à Saturne, on a des personnages miroirs. Avec les transsaturniennes, on n'est plus dans les personnages miroirs. On est dans des égrégores de pensée qui ont fondé en fait les structures politiques. Donc Mhm. là, on n'est plus dans un rapport à un personnage, dans un rapport à une identification par rapport à une structure de politique. Hmm. Ok, bah écoute, j'ai hâte d'y être, Tristan. Merci pour ces quelques mots qui donnent vraiment envie d'être au 9 janvier. Donc, pour vous inscrire, ça se passe sur le site de l'AFDAF. Euh, Tristan, si maintenant tu pouvais laisser ici une question à l'astrologue que je vais interviewer après toi, ce serait laquelle? Hmm. Alors c'est une question très orientée par rapport à moi-même, mais peu importe. Je lui dirais, es-tu prêt à remettre en question tes connaissances et tes croyances et à entrer dans une vraie recherche avec d'autres astrologues? Ok. Et je pose cette question euh, parce que parce que je développe petit à petit la mise en place d'une école où la recherche sera quelque chose d'important. Et déjà quelque chose d'important. Ok, Et que plus on est de fous, plus ce sera sympa. ça marche. Et pour avoir plus d'infos sur cette école, c'est sur ton site déjà ou t'en as pas encore parlé? Alors, je la fais naître petit à petit parce que toutes mes D'accord. formations sont labellisées. Alors, elle s'appelait la petite école de l'astrologie, elle s'appellera peut-être école de l'astrologie autrement. Enfin, bref, peu importe. Mais c'est un cursus déjà de 3 niveaux de formation. Et le quatrième, c'est l'accompagnement à la recherche. D'accord. Pour l'instant, il y a une première recherche qui va se mettre en place et qui sera en collaboration ou en partenariat. On ne sait pas encore si on est juste partenaire ou si on collabore vraiment avec une école de naturopathie en Suisse. On va travailler sur une recherche sur les humeurs, la médecine humorale hippocratique. Eux, de leur côté, ils ont leur définition de naturopathe des typologies humorales. En astro, on a la nôtre. Et on a un outil qui est très intéressant pour eux, qui est qu'on a la capacité de déterminer avec la stimulation des éléments d'un thème, quelle est la structure de base de quelqu'un, selon la médecine des humeurs. Ce qui est marrant parce que ça a été oublié alors que c'est une base hippocratique très forte. Donc on va essayer de voir si on peut étudier les choses ensemble et trouver des corrélations entre le travail d'un naturopathe et le travail d'un astrologue. C'est un gros sujet, ça prendra peut-être 3, 4, 5 ans, peu importe. Mais voilà, c'est un premier sujet de recherche. Ok, très bien. Bon, en attendant, la question est notée, sera posée à je ne sais pas encore qui pour le moment, mais en général, ces questions, elles sont posées aux bonnes personnes. C'est rigolo. Alors maintenant, bah, je vais te poser la question que l'astrologue précédent t'a laissée. Alors peut-être que tu l'as vue sur YouTube parce Non, qu'elle est en ligne, mais il s'agit de Claire Decroix-Barbeau. Je vais te partager mon écran et tu vas l'entendre. On va faire avec l'air du temps. Je me suis dit, il y a la conjonction Saturne-Neptune qui arrive là bientôt en Poisson. Alors, bon, je vais pas donner un pronostic pour la Russie qui a cet aspect, mais peut-être que la personne peut me dire quelques mots
sur cette conjonction qui s'annonce, comment elle la voit, quel impact mondiaux ou individuel, personne n'imagine. Voilà, ça restera dans l'air du temps. Euh, ok. Bon. Hier, j'ai fait un cours sur les astres, justement, hier soir, avec des histoires de conjonction sur des transsaturniennes, ou une conjonction avec Saturne, justement. Donc, on va essayer de relier tout ça. Le premier point, pour moi, dans une conjonction, c'est de comprendre que l'astre qui est le plus éloigné dans le système solaire est celui qui a l'énergie évolutive la plus importante et donc la plus forte. Mais que quelquefois, même souvent, ou presque assez systématiquement, euh, comme ce sont des énergies difficiles à comprendre, à atteindre et à intégrer, on va être déstabilisé par le travail qu'il fait. Donc Saturne pardon, euh, Neptune sur Saturne va avoir tendance à dissoudre le sentiment d'autorité ou de construction que l'on peut avoir en soi, peut-être aussi dans le rapport au niveau mondial, dans la posture et la position des gens qui sont en posture de souverain, les présidents et tout ce qu'on veut. Donc, euh, le premier effet que ça peut avoir pour moi, c'est cet effet de dissolution de l'autorité. Euh, mais si l'autorité est construite sur l'énergie des poissons, c'est-à-dire si elle est construite sur une souveraineté qui se réfère à une spiritualité profonde, à ce moment-là, elle n'a pas à craindre cette dissolution. Si Saturne est pleinement intégré dans sa posture actuelle, c'est-à-dire la position de Saturne en Poisson aujourd'hui, c'est ta souveraineté ne fonctionne que si tu es connecté sur un plan plus profond à ta spiritualité. Ou alors, ta souveraineté, ta posture de souverain est complètement fuyante, impossible à comprendre, elle se dilue, elle se dissout. L'énergie de Neptune par-dessus va, pour moi, accentuer ce truc-là, va peut-être mettre un coup d'épée assez fort dans la construction de cette souveraineté qui est un peu bizarre. On le voit déjà, en fait. On voit déjà des souverains qui sont complètement à l'ouest. Je vais de regarder du côté des États-Unis, il est complètement perdu, ce monsieur. Et donc, et c'est pas, et il n'y a pas que lui, en fait, hein. Énormément de souverains ou de présidents de pays qui sont un peu perdus. Et à notre niveau individuel, c'est la construction de notre autorité qui peut être remise en question, devenir très floue pour nous, nous sembler être diluée si on construit pas bien notre souveraineté sur notre spiritualité, pour l'élever au niveau neptunien, c'est-à-dire pour pouvoir communier dans le cœur à partir de ce que l'on est et de notre souveraineté intérieure. Voilà, je sais, ça te convient. Oui, très bien, très bien. Merci Tristan d'avoir répondu à la question de Claire. Eh bien écoute, on arrive déjà à la fin de cette interview. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi. Un grand merci pour le temps que tu as consacré à cette discussion. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin avec toi, donc que ce soit à travers tes modules de formation, tu proposes aussi des supervisions aussi. Oui. Tout est très bien expliqué sur ton site astrologie-autrement.com et sur lequel on retrouve aussi énormément d'articles. Enfin, tu es hyper généreux dans tes partages sur ton site. Il y a énormément de choses à lire. Tu organises d'ailleurs toujours tes petits concours tous les mois Oui, pour... Oui, ce ne sont pas des concours. Ça me fait rire quand les gens disent des concours parce que j'ai l'impression qu'ils sont en compétition entre eux, ouais, alors que pour moi, c'est une consultation offerte oui, par tirage au sort. oui. Et j'ai cette intention que la personne qui est tirée au sort est la personne qui en a besoin. Ah, c'est chouette. Ouais, ouais. Et une fois, je l'ai fait. Avant, je le faisais, je ne sais plus comment. Genre, ça me prenait du temps. Peut-être que je mettais des petits papiers ou je le faisais un peu manuellement. Ah oui. Euh, et
Et puis je me suis dit, non, ce casse-pied quand même, c'est long, ça prend énormément de temps. Donc, essaie de le faire avec un truc randomisé sur Internet, un tirage aléatoire. Ok. Oui. Et et j'ai fait d'abord mon tirage papier et après j'ai fait le tirage randomisé aléatoire et la même personne est tombée. J'ai dit, ok, C'est c'est bon, pas c'est bon. vrai. Si, si. Et là, j'ai dit, bon, Génial. allez, arrête de t'embêter à faire les trucs à la main, l'univers décidera. Génial. Donc, il n'y a pas de concours, vous n'êtes pas en Ouais, compétition, ok. Mais alors, t'appelles ça comment si t'appelles pas ça un concours? un tirage au sort, voilà. Ok. Non, mais c'est vraiment très chouette. Et tous les mois, ouais, tu fais, ouais, bah, j'adore. Ça fait longtemps que j'ai pas participé d'ailleurs. Ok. Et puis, évidemment, tes deux livres, hein. Celui-là, mais vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs livres pour débutants. Et pas que, qui existe, hein. Moi, quand on me demande un conseil d'un livre débutant, je recommande le tien. Il est vraiment au top. Merci. Et, et puis, bien sûr, on te retrouve sur Zoom le 9 janvier pour ta webconférence. J'ai hâte. Moi aussi. Merci beaucoup, Tristan, et Merci, bonne journée à Dimitri. toi. Bonne journée à Salut. toi aussi. À bientôt.